Chers amis de Décoder l'écho, bien le bonjour. Vous vous dites, mon Dieu, quel est ce curieux faciès qui m'accueille aujourd'hui? Et non, vous l'avez bien vu, ça n'est pas Pierre Chaillot, c'est Rémi de Juste Milieu. Et j'ai la joie et le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu votre hôte, Pierre Chaillot, sur Juste Milieu dans le cadre d'un interview dans le format Ça discute avec. On est bien sûr revenu sur ce livre. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, on en a parlé sur Juste Milieu avec plaisir. Et aujourd'hui, voilà, c'est le petit teaser, le petit teasing, comme on dit, outre-Atlantique, du début de cette interview que voilà, on vous propose avec joie ce premier quart d'heure de plaisir. La suite est sur Juste Milieu si le cœur vous en dit, mais c'est du partage, on est tous ensemble. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Je vous souhaite un bon interview, chers amis, et puis à bientôt peut-être sur Juste Milieu. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode, vous le savez, de votre rendez-vous Ça discute avec. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir quelqu'un dont le nom, vous l'avez sûrement vu dans les librairies, à n'en pas douter, et ou sur sa chaîne Décoder l'écho. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est Pierre Chaillot qui est avec nous avant toute forme de discussion. Cher Pierre, comment allez-vous ? Bonjour Rémi, ça va très bien et merci infiniment de me recevoir sur Juste Milieu, chaîne que je suis évidemment avec assiduité depuis maintenant quelques années. Magnifique, quel plaisir, tout le plaisir. Et pour nous, bienvenue dans la maison Juste Milieu. Et aujourd'hui, voilà, je me sens un petit peu Bernard Pivot, quelque part. Il y a quelques semaines, on avait eu Alexandra Henrion-Code avec Les Apprentis Sorciers. Et aujourd'hui, on reçoit l'auteur d'un autre best-seller, c'est Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions de L'Artilleur. Bien évidemment, l'un des livres à ne pas rater, voilà, de cette année 2023 qui truste la tête du box-office littéraire depuis des semaines et des mois maintenant. Et vous êtes sur Juste Milieu avec nous pour revenir un petit peu, voilà, revenir sur l'ouvrage. On va bien sûr en discuter. On va revenir un petit peu sur beaucoup de choses. La déclaration de François Braun, notamment, entre autres, enfin, plein de choses qui nous attendent aujourd'hui. Et on va commencer, voilà, je vais me faire un petit peu recruteur de ressources humaines aujourd'hui, avant tout. Est-ce que vous pouvez nous parler, cher Pierre, de votre parcours, de décoder l'écho à cet ouvrage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure folle? Eh bien, tout simplement, moi là-bas, je suis statisticien de formation, de métier depuis 15 ans, et j'ai créé une petite chaîne qui s'appelle Décoder l'écho, qui à la base traitait plutôt d'économie, décoder l'écho comme économie, c'est pas décoder les Covid, même si j'ai hésité à changer le nom. Et donc, mon objectif, c'était d'expliquer les différents concepts économiques aux gens, la PIB, le PIB, pardon, la croissance, le chômage, la dette. De façon, parce que j'ai découvert en travaillant, en faisant des statistiques, que quasiment la totalité des théories que j'ai apprises en école d'ingénieur et dans mes cours d'économie se révélaient complètement fausses quand on regardait la pratique, c'est-à-dire quand on étudiait les vraies statistiques. Bon, ça m'a un peu interloqué, j'ai lu d'autres ouvrages depuis, notamment de Jacques Généreux, et je me suis rendu compte qu'en effet, pour que les gens comprennent ce qui se passait, il fallait leur expliquer ce que c'était que la croissance, la dette, le PIB, de façon à ce qu'ils s'approprient ces concepts et puissent se faire une idée, et qu'ils arrêtent de se faire avoir par des discours politiques, économiques, qui sont présentés à la télé par des journalistes, des lobbyistes, des gens qui n'y comprennent rigoureusement rien, et qui se fassent leur propre idée de façon finalement à être indépendants de la propagande. C'est comme ça que la chaîne est née, et au passage, ça me permettait d'arrêter d'emmerder les matins tous mes collègues qui en avaient ras le cul de m'entendre déblatérer ce genre de choses, et donc ça me permettait de me défouler sur YouTube en montrant mes résultats au monde le plus large possible. Donc c'était un peu comme ça que la chaîne est née, puis bon, il se trouve que quelques vidéos ont pas trop mal marché. Et avec cette histoire de Covid, évidemment, bon, plus personne n'avait rien à fiche de l'économie, de la réforme des retraites à partir de février 2020. Et donc, j'ai commencé par faire une vidéo qui s'appelait L'arnaque du coronavirus qui va payer en février 2020. Juste pour rappeler des principes bêtes de démographie. Il paraît qu'en Chine, il y avait un virus tueur qui avait ravagé la Chine en faisant 2500 morts en un mois, qui étaient les chiffres officiels donnés. Et juste rappeler que 2500 morts, c'est ce qu'il y a tous les jours en France en hiver, et que dans un pays comme la Chine, d'1,5 milliard d'habitants, il doit décéder 40 000 personnes tous les jours. Donc quand en un mois on en a compté 2500, c'est qu'il se passe rien du point de vue de la démographie.
c'est complètement peanuts. Donc il était impossible de faire peur avec quoi que ce soit sur la base de ces chiffres-là. Mais comme les gens n'ont pas d'idée d'ordre de grandeur, ce qui est le deuxième problème, ils connaissent pas les définitions et en plus ils n'ont pas d'idée d'ordre de grandeur, il était assez facile de leur faire peur avec un chiffre comme ça. Donc la vidéo avait juste pour but de rappeler que démographiquement il se passait rien et donc il fallait remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, en disant voilà, on ne peut pas avoir peur de ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier de manière régulière les chiffres qui tombaient sur cette histoire de coronavirus, en ramenant tout ça à des histoires de démographie quelque part. Et donc de cela est né l'ouvrage, voilà, dont on parlait, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et on va prendre le problème à l'envers. J'ai envie de commencer avec vous, cher Pierre, avec cette première question et d'avoir votre réaction sur cela. Cette déclaration de François Braun, c'était sur Sud Radio le 16 mai, on en avait parlé sur Juste Milieu dans une vidéo où j'étais assez grognon, faut quand même le reconnaître. François Braun qui nous avait déclaré il faut tourner la page, une sentence lourde de sens. Comment vous la recevez après tout ce que vous dites dans le livre? Et on ne peut pas revenir sur tous les points parce qu'il y a énormément d'éléments de réflexion. Je le dis en introduction, je reste dans mon Bernard Pivot. C'est un livre dense mais très pédagogique. On apprend beaucoup de choses et on comprend. Et je vous assure qu'avec moi c'était pas gagné et j'ai tout compris. Donc là déjà bravo à vous Pierre. Et donc tout ça nous amène à cette incroyable phrase de François Braun. Comment vous la recevez? Comment vous l'interprétez? Oui, il y a tellement de signes aujourd'hui, tellement de gens qui comprennent, qui se sont fait avoir au moins sur certains aspects, qu'il est urgent de mettre tout ça sur le tapis et en effet de passer à autre chose. Puisque là, il y a tout un tas de procès qui devraient démarrer. Euh, on a vécu une époque de sidération et de peur qui a fait qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est mis en place pour mettre en place des lois qui sont complètement débiles, des mesures stupides. Enfin, on a bien vu hein, les confinements généralisés, etc., qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Donc il y a une pression sur les gens qui a été terrible. La vaccination quasi obligatoire, ce qui s'est jamais vu hein, avec un produit qui était sous AMM conditionnel, enfin bref, aussi rapidement. Et tout ça, ça s'est fait dans la précipitation. Et tant que les gens avaient peur, il n'y a pas eu de rébellion. Il y en a eu un peu de la part d'une minorité dont j'ai fait partie, qui était une minorité active, hein, faut pas se mentir. Mais ça n'a tenu que dans le temps de la peur. La peur s'arrêtant, diminuant, au bout d'un moment, les gens se disant bon, bah en fait, c'est-à-dire que l'hécatombe, on l'a toujours pas vu, au bout de 2 ans, commence à y en avoir marre. On a fait je sais pas combien de vaccins, nos 3 vaccins, on est toujours malade tout autant, on a des tests positifs. Bon, on se demande si on se peut pas un peu de notre gueule. Donc le narratif s'est essoufflé. Et voilà, on est arrivé au moment où les gens ont commencé à se poser des questions, j'en croise. Les gens qui ont été malades hein, suite à leur vaccination anti-Covid-19, il y en a un paquet. Hein, de toute façon, il y a tout un tas de choses qui sont reconnues par la NSM qui peuvent nous arriver après. Donc ils se sont dit, bah, mince, alors on m'avait dit que c'était sûr, efficace, mais surtout sûr, et moi j'ai des problèmes. Donc les gens un nombre de gens de plus en plus important commençant à se poser des questions. Et à partir du moment où on commence à se poser une question, à tirer un fil, on s'est foutu de moi en me disant que c'était parfaitement sûr. Mais du coup, jusqu'où on s'est foutu de moi? Et donc, il y a tout un tas de gens qui commencent à tirer les ficelles de ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, en effet, le narratif s'est effondré, on a arrêté de faire peur, on a arrêté la vaccination obligatoire, etc., même pour les soignants, tout ça, on fout ça par terre. Et donc là, on a un pouvoir aux abois qui n'a surtout pas envie qu'on tire des conclusions de tout ce qui s'est passé et qui n'a qu'une seule hâte, c'est qu'on arrête d'en parler, de mettre tout ça sur le tapis, de passer à autre chose de façon à ne pas subir les conséquences d'une investigation un peu trop prononcée. C'est vrai que sur cet aspect-là, c'est clair qu'on voit un recul qui allège complètement la situation, on va dire, même s'il y a des résurgences un petit peu bizarres. Alors en amateur de vélo, le Tour de France approche et les mesures Covid sont toujours en place. Alors ça, là on est dans la magie, hein, comme dirait Agnès Pannier-Runacher. Et pour autant, ce qui m'a vraiment à la fois ce qui est très intéressant, mais ce qui est sidérant après tout ce qu'on a vécu en 2 ans et demi, 3 ans maintenant, c'est toutes ces révélations comment dire, tout ce que vous dites dans le livre, chiffres et sources à l'appui, avec le recul que nous a offert le temps, ces révélations sourcées qui n'étaient que des complots, en fait, il y a encore quelques mois. Je pense, par exemple, voilà, j'ai pris quelques phrases pêle-mêle, hein, qui, j'espère, ne sont pas sorties du contexte, mais qui valident ce que vous développez. Hein. Les 2 épisodes de mortalité liés à la Covid-19 auront finalement fait autant de dégâts que l'hiver 2015 et sa grippe. Que n'ont pas entendu ceux qui ont parlé de grippette au début du Covid. C'était pas être devin que de le deviner. Ça, on pouvait dès le départ comment dire, l'espérer statistiquement. Toutes ces données-là, on pouvait les espérer en amont.
Et je les ai montrés très très tôt, puisque c'est la comparaison de ma vidéo qui est encore en ligne, qui s'appelle Covid versus grippe. J'ai dû la publier tout début 2021. Donc en fait, assez tôt, on pouvait avoir les statistiques de décès pendant les dites vagues, que je conteste qu'on appelle ça des vagues, mais bref, mortalité, pour les comparer à d'autres vagues de mortalité hivernale et se rendre compte qu'il n'y avait pas plus de morts, il y en avait même moins que des épisodes dits grippaux. Et j'ai pas pris loin, hein, j'ai juste pris 2017 ou 2015, et donc tout le monde pouvait s'en rendre compte assez rapidement. Et en effet, j'ai été très très déçu de voir qu'il n'y avait aucun institut de statistique qui faisait le travail de faire des comparaisons sérieuses et que tout le monde tombait dans le narratif de la pandémie exceptionnelle qui ravageait l'humanité. Oui. Donc, en toute introduction, j'explique ma démarche au début. Et donc, ouais, il y a des périodes où je passe par des périodes de déception totale, de surprise, enfin, de voir le monde qui s'enfonce dans un narratif alors que tout est là, tout est sous nos yeux, les chiffres sont déjà sortis et il y a juste à les sortir, à les prendre dans le bon sens pour se rendre compte qu'il ne se passe rien du tout de ce qui est promu. C'est très très étonnant. C'est vrai que oui, c'est complètement dingue. Et puis un autre élément aussi qu'il était interdit d'évoquer à un moment donné et que vous expliquez en plus par le menu, c'est-à-dire en donnant l'évolution par le passé. Je pense au nombre de lits d'hôpitaux. Vous expliquez qu'en 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux et en hospitalisation complète, pardon, a diminué de 100 000. Ça aussi, c'était un élément qu'il ne fallait pas mentionner parce que ça renversait le narratif, c'était de dire mais attendez, les hôpitaux sont débordés parce qu'ils ont été vidés de leur capacité avant même le Covid, quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est implacable, gars. Oui, tout à fait, et ça continue. Il y a encore en 2021, on a vu, 2020, il y a eu même un record de non-soins, on y reviendra peut-être après. Mais en effet, ça fait très longtemps qu'il y a la politique qui est faite, on peut appeler ça du lit utile, du lit efficace, c'est-à-dire qu'on est passé une politique de financiarisation de l'hôpital où chaque lit qui n'est pas utilisé à 100% est considéré comme un lit utile. Donc on a fait le ménage, hein, tous les ans, tous les lits qui n'étaient pas utilisés à 100%, on les virait. Et ça fait quoi? Ça fait que tous les hivers, quand il y a des vagues de personnes âgées, surtout, hein, qui sont très malades parce que c'est l'hiver et que c'est le cas tous les hivers, eh bien il y en a, quand l'hiver est un peu rude, qui meurent dans les couloirs des hôpitaux. Donc ça, il se passe rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà le cas en 2015, en 2017, et ça ne fait que s'aggraver puisque le nombre de lits a encore continué de baisser à l'occasion de cette crise. Et deuxième aspect, hein, il y a de plus en plus de personnes âgées en France, ce qui fait qu'on a de plus en plus de besoins, de moins en moins de lits. Au bout d'un moment, ça se croise, et puis ça va plus. C'est tout bête. Et donc en effet, ça fait partie des choses qui ont été complètement oubliées, masquées, et notamment par une part intéressante de l'échiquier politique qui était la gauche, qui pourtant était la première vent debout à réclamer des moyens pour l'hôpital, dont je faisais partie d'ailleurs, à réclamer ça depuis très longtemps, et qui là a complètement oublié cet aspect des choses et rentré dans l'histoire que c'était le virus qui saturait les hôpitaux et pas du tout juste la suite logique d'une politique qui est mise en place depuis 30 ans. C'est très étonnant aussi. Là, je vais oser une figure. Je vais oser une figure. Je me transforme en Philippe Candeloro. J'ose quelque chose. Alors, alerte, bien sûr, Rudi Reichstadt. Ce que je vais dire est parfaitement complotiste, hein. Voilà, je suis dans l'hypothèque. Pardon, lapsus. Je suis dans l'hypothétique complet. Mine de rien, on a, à la fin, et dans cette partie notamment de votre ouvrage, c'est la seule réflexion qui m'est venue en tête, c'était de dire, mais finalement tout ça n'amène que vers la privatisation du service public, en l'occurrence du système sanitaire. C'était déjà le cas, on avait l'avant-goût sous Thatcher en Grande-Bretagne, on a les fameuses révélations de Wikileaks qui évoquaient cette réunion au début des années 2000, qui parlait de cette nécessaire privatisation du service public au sein des pays de ce qu'allait devenir l'Union européenne. Quelle formidable avancée qu'a permis le Covid en ce sens. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il a permis aussi d'utiliser le double levier. Parce que c'est une privatisation qui utilise l'argent public. Et donc en fait, on vit une époque où moi j'étais plutôt dans l'attaque du néolibéralisme dans les débuts de ma chaîne. Mais là je constate qu'on a un mariage entre ce qu'on a fait de pire en capitalisme et ce qu'on a fait de pire en communisme et les deux qui se réunissent. Et où au final, oui, dans l'idéal communiste, on pensait qu'on allait bouffer le capitalisme. Là, c'est presque l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le grand capital qui utilise la puissance étatique, la puissance de l'impôt pour se l'accaparer. Donc il n'est plus tout à fait question de libéralisme et que de néolibéralisme, même de privatisation de l'hôpital. Il y a plutôt une volonté de garder
l'aspect public, l'aspect c'est-à-dire qui vient de nos impôts, parce que ça on n'a pas le choix. Il est beaucoup plus puissant en termes de santé de prendre la main sur la Sécu, donc de s'accaparer le pognon de la Sécu que nous on ne peut pas contrôler, et de se servir de ça. Donc on a un peu évolué, on n'est plus tout à fait en train de combattre une privatisation où l'hôpital deviendrait payant. L'hôpital va rester public, financé par des fonds publics, mais c'est le grand capital qui est en train de s'accaparer son fonctionnement. C'est ce qu'on a vu en mettant en place des protocoles de plus en plus chers, en dire qu'il ne faut pas des lits mais qu'il faut acheter tel ou tel médicament, et du coup en soudoyant les pouvoirs publics, les décideurs, les agences de santé, etc., pour prendre ce fric-là. Donc il y a une nuance qui a été apportée avec cet aspect de tout ce qui s'est passé dans la crise Covid-19 en France, c'est qu'on n'a pas diminué l'argent public, on l'a augmenté. On a augmenté l'argent public, mais pour qu'il aille directement dans les bonnes poches. C'est ça la nouveauté vraiment qu'il faut avoir en tête pour cet épisode de Covid-19.